Youssou N'Dour à Bruxelles. Youssou N'Dour à Bruxelles le 27 juillet. Youssou N'Dour au Palais 12. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Khalifa Sall dans la course pour la présidentielle. Contre toute attente, le maire de Dakar qui a boudé son procès ce matin a annoncé sa candidature par voie de communiqué depuis sa cellule de Rebus. Avec l'annonce de sa candidature et un landerneau politique déjà en ébullition, nombreux sont les observateurs qui craignent un contentieux électoral. Un atelier sous-régional qui s'est ouvert ce matin à Dakar a porté sur ce thème. La question de la violence verbale y a été aussi abordée, une violence qui existe certes, mais que des analystes mettent sous le coup de l'agitation préélectorale. C'est le cas du sociologue Djibi Diakhaté et de l'analyste politique Yoro Dia que vous entendrez au cours de cette édition. Transplantation d'organes au Sénégal, le projet de décret adopté hier en Conseil des ministres. Le ministre de la Santé en a fait l'annonce ce matin. Abdoulaye Diouf Sarr nous en dira un peu plus dans quelques instants. Et puis en sport, un nouveau défi pour Aliou Cissé, celui de hisser le Sénégal sur le toit de l'Afrique à la prochaine CAN en 2019 au Cameroun. Un défi soumis à l'analyse des professionnels du ballon rond à découvrir dans la page du sport. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Alors que tout le monde l'attendait au tribunal ce matin, Khalifa Sall déjoue les pronostics et se prononce depuis sa cellule à Rebus. Le maire de Dakar annonce sa candidature à la prochaine présidentielle par voie de communiqué, un communiqué sur lequel Cheikh Tidiane Diaw revient. Écoutez ça. Khalifa Sall déclare sa candidature à l'élection présidentielle de 2019. Le maire de Dakar l'a fait savoir à travers un communiqué qui nous est parvenu. Il compte sur le soutien des forces vives de la nation pour, dit-il, redresser le Sénégal, un pays, selon lui, où l'exécutif a la main mise sur le pouvoir judiciaire. Khalifa Sall doit rappeler que la procédure a été uniquement à charge et avec empressement pour hâter le procès et son issue. La preuve pour lui, le refus de la Cour d'appel de Dakar d'exécuter la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Pour rappel, Khalifa Sall a été condamné en première instance dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Et tout de suite, la réaction du garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, en tournée à Saint-Louis. Et pour le garde des Sceaux, pas de commentaire à faire sur une affaire pendante devant la justice. Je vous propose de l'écouter au micro de Ousseynou Diop et Habib Seck. Le seul commentaire que je voudrais en faire, c'est que comme l'affaire est en cours, je voudrais me garder de la commenter. Quand les avocats ne viennent pas, ça ne vous inquiète pas? Bon, je pense que ceux qui ont en charge ce dossier veilleront à ce que les normes et standards d'un procès équitable soient respectés. C'est l'essentiel. Retour sur Khalifa Sall, qui, je vous l'annonçais tout à l'heure, a donc boudé son procès en appel ce matin. À l'instar de ses avocats, le maire de Dakar ne s'est pas présenté au tribunal. Une déception pour ses militants qui l'attendaient pour une déclaration compte rendu d'audience signée Fatou Bintou Conté. Ceux qui attendaient sa déclaration ont déchanté. Khalifa Sall ne s'est pas présenté au tribunal ce matin, en ce 10e jour du procès en appel de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Le principal prévenu, en l'occurrence le maire de la ville, était absent. Comme ses avocats qui ont eu à bouder le prétoire ce mercredi après le rejet par le juge Demba Kandi des exceptions de nullité qu'ils avaient soulevées, Khalifa Sall, lui aussi, a boudé. Même si la salle 4 du palais de justice a refusé du monde, tous les militants venus écouter sa déclaration. Certains ont préféré rentrer dès la remarque de sa non-présence. C'est ainsi que Yaya Bodian a été appelé à la barre. Comme Fatou Traoré hier, il a préféré ne pas se prononcer sans la présence de son avocat. Sansou Mbaye Touré, le directeur administratif et financier, le DAF, qui a tenu à faire une déclaration pour dire qu'il a été victime des risques de son métier. Parlant de son parcours, il a fini par juger que c'est un concours de circonstances qui l'a amené dans cette situation. Et son parcours est actuellement entaché par cette affaire. Il a tenté d'expliquer la mise en place de cette caisse d'avance. Et voilà Khalifa Sall qui boycotte donc son procès en appel à l'instar de sa défense. Une stratégie passée à la loupe par nos analystes. De l'avis d'Ousseynou Samba, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, eh bien, ses avocats ont pris un grand risque en prenant une telle décision, d'autant que le juge peut toujours délivrer un mandat à leur client pour le pousser à comparaître. Mambiram Diouf.
Le boycott des audiences par la défense n'est pas l'option la meilleure selon notre spécialiste. La partie poursuivante, le parquet général, va pouvoir amener ses arguments, amener ses éléments de preuve et que l'autre partie ne pourra pas les débattre. La loi dit que, article 404 du Code de procédure pénale, la personne a la faculté de se faire représenter par des avocats. Donc si les avocats ne sont pas présents, c'est la personne elle-même qui va se défendre. Donc en l'espèce, si M. Khalifa Sall ne se présente pas, alors que les arguments sont invoqués contre lui, alors que des preuves vont être produites contre lui, mais il ne pourra pas s'en défendre. La personne a la possibilité de ne pas se présenter, comme elle a la possibilité de se présenter et de refuser de ne pas parler. Ça, ce sont des prérogatives que la loi lui donne. Au juge donc de constater et d'apprécier, lui qui a le pouvoir également de contraindre Khalifa Sall à être présent au procès. La loi dit que le juge a la possibilité d'imposer la comparution de la personne poursuivie. Mais là aussi, parfois, c'est contre-productif. On l'a vu dans l'affaire Karim Wade, on l'a vu dans l'affaire Hissène Habré. La personne est arrivée pendant tout le procès en turbané. On ne voyait même pas ses yeux, on ne savait même pas s'il riait ou se moquait des gens. Et ça n'a aucun sens. La personne, lorsqu'elle n'est pas présente, mais n'est pas présente parce qu'elle a voulu ne pas venir, en ce moment-là, on fait comme si elle était présente au moment de son procès. C'est pourquoi on dit que la décision rendue sera réputée contradictoire. Cependant, en adoptant la politique de la chaise vide, cela ne signifie pas que la défense a perdu d'avance. Ce n'est pas parce que la personne poursuivie n'est pas présente au moment du procès que forcément le juge va prendre une décision contre elle. Le juge, comme je l'ai dit tantôt, article 414 du Code de procédure pénale, il rend sa décision selon son intime conviction en fonction des éléments de preuve qui auront été débattus. Le rejet des exceptions qu'ils avaient soulevées a été de trop, réagissent les conseils de Khalifa Sall qui continuent d'exiger un procès juste et équitable. Et au moment où cette bataille judiciaire en est à son tournant décisif, les experts juristes de la CEDEAO persistent et signent. Innocent Olatunde Campo est l'un d'entre eux. Il estime que le Sénégal doit respecter les décisions rendues par la juridiction communautaire dont il est membre. Je vous propose de l'écouter au micro d'Al-Hassan Ba. Bon, j'ai pas la substance de cette décision pour pouvoir me prononcer là-dessus. Mais en tous les cas, si le Sénégal est membre de la CEDEAO et respecte le droit communautaire, je crois que s'il y avait une décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO, en principe, il n'y a pas de raison de contester la décision dans ces dispositions qui sont vraiment pertinentes et qui stabilisent la démocratie et la renforcent au Sénégal. Voilà ce que je peux, mais je n'ai pas la décision, donc je ne voudrais pas non plus ici vous demander de me rappeler la substance de cette décision-là. Donc voilà ce que je peux répondre à votre préoccupation. C'est du droit communautaire. Il faut utiliser les moyens juridiques pour contester le droit communautaire. Voilà. Et avec l'annonce de cette candidature du maire de Dakar et une classe politique déjà divisée, nombreux sont les observateurs qui prédisent un contentieux électoral. C'est le cas de Mamadou Seck, coordonnateur de l'unité d'assistance électorale du Gorée Institute. Il s'est exprimé en marge d'un atelier sous-régional portant sur cette question. Je vous propose de l'écouter dans ce reportage toujours signé Al-Hassan Ba. Cette rencontre trouve toute sa pertinence à l'approche de la présidentielle de février 2019. Des acteurs réunis autour de la réflexion sur la prévention et la gestion des conflits électoraux au Sénégal. Le climat politique inquiète. De l'avis de Mamadou Seck, les germes d'un contentieux électoral se mettent en place. Au lieu de s'inscrire dans une approche structurelle de long terme, programmatique, de gestion du cycle électoral, on est dans l'urgence électorale. Et ça, je pense que ça constitue un élément qui vient un peu créer des points de vulnérabilité du cycle électoral et du processus électoral au Sénégal. Vous savez, en France, la loi sur le parrainage a été quelque part agitée, posée, mais ça a été rejeté sous Hollande. Si un État comme la France, assez préparé sur les questions de maîtrise de l'information, évoque ces limites-là, a fortiori un État comme le Sénégal, à coup sûr, sur le parrainage aussi, on risque d'aller vers des difficultés techniques. Une solution s'impose, impulser un processus de dialogue politique. Et tous les acteurs doivent œuvrer pour un consensus. Il faut s'aménager d'autres cadres de discussion. On ne peut pas uniquement se lier au canaux formel, mais surtout de se mettre dans les dispositions
d'aller vers un consensus. Il faudrait aussi qu'il y ait la loyauté, c'est-à-dire qu'ils respectent l'institution, c'est-à-dire l'élection, qu'ils respectent ce pourquoi ils se battent, c'est-à-dire la République et la représentation des électeurs. Organes de gestion des élections, société civile, politique, universitaire, entre autres, tous réunis autour d'une problématique, la prévention et la gestion des conflits électoraux en Afrique de l'Ouest. Les élections devenues un enjeu sécuritaire, tout le sens de dégager des pistes. Objectif, aider les pays d'Afrique à surmonter ces épreuves. Et parlant de conflits électoraux, justement à quelques 7 mois de la présidentielle, la violence verbale déjà érigée en mode de communication dans le paysage politique, un fait regrettable que nos reporters ont tenté de décrypter. Et de l'avis des analystes rencontrés, la situation est tout simplement à mettre sous le coup d'un contexte préélectoral, dit Saprera. Menaces, intimidations, insultes ou encore des injures, ça vole bas et même très bas en période préélectorale. Dans notre pays, le débat démocratique est d'une sécheresse incroyable. Le débat politique est aussi sec que le désert de Kalahari parce que tout se réduit à des attaques personnelles. Chaque fois que quelqu'un lève la main pour dire je suis candidat à la présidentielle, et puis c'est des attaques verbales, c'est des attaques personnelles sur ses origines, sur son passé, alors qu'il n'y a rien de plus normal dans une démocratie. En réalité, lorsque nous nous approchons des grandes échéances électorales, notamment des échéances présidentielles, il y a une sorte d'emballement politique qui s'installe dans le pays, et cet emballement politique s'exprime à travers une sorte de frénésie. Et quand on parle de frénésie, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de fondamentaux qui sont oubliés, fondamentaux qui déterminent l'activité politique en tant que telle. Un discours musclé et violent de part et d'autre, en lieu et place de programmes ou critiques objectifs. Et je pense que ce regain de violence verbale que nous avons dans l'espace public, il faut le mettre dans le compte de l'agitation. Mais notre démocratie doit dépasser ça. Dans notre pays, on a l'impression qu'on n'a pas des partis politiques, mais plutôt des factions. Et chaque faction défend ses intérêts sur la base des menaces, sur la base des intimidations. Des déclarations par presse interposées, ainsi les médias deviennent les relais des hommes politiques. Informer, oui, mais éviter les attaques personnelles, c'est ce que pensent nos interlocuteurs. Je crois que la presse doit relayer des informations, mais doit aussi faire en sorte que ces informations soient profitables à la communauté. Donc l'idée, à mon avis, c'est lorsqu'on va vers des élections présidentielles, d'organiser des débats, d'organiser des rencontres, de faire en sorte que les acteurs principaux se mettent ensemble et discutent. Mais par contre, la presse doit faire un effort pour éviter les attaques personnelles. Les attaques personnelles, quand quelqu'un est candidat et qu'on l'attaque personnellement sur ses origines, voilà, la presse ne doit pas relayer ce genre de débat. On se souvient, il y a quelques jours, Abdoulaye Wade a lancé un appel en direction de ses partisans, leur demandant d'attaquer les services qui s'occupent des élections présidentielles. Quelques jours après, c'est au tour des membres de l'Alliance pour la République de s'en prendre à Agibou Soumaré pour la simple raison que ce dernier a déclaré sa candidature en 2019. Allez, nous quittons le monde bouillonnant de la politique pour parler santé cette fois-ci avec cette bonne nouvelle. Ça y est, c'est fait. Le Sénégal est autorisé à la transplantation d'organes. La loi a été adoptée hier en Conseil des ministres. C'est le ministre Abdoulaye Diouf Sarr en personne qui l'a annoncé ce matin en marge du lancement du processus d'élaboration du plan national de développement sanitaire et social, compte rendu signé Souadou Ndiaye. Les dons et la transplantation d'organes désormais autorisés au Sénégal. Le projet de loi a été adopté en Conseil des ministres ce mercredi. Nous reconnaissons que c'est un terrain qu'il faut absolument gérer avec énormément de précision, énormément de sécurité. Cette instance-là était nécessaire. Et hier, le Conseil des ministres a validé le décret pour mettre en place le comité national du don et de la transplantation qui sera composé de 12 membres de renommée effectivement incontestable qui vont nous aider effectivement à réguler tout cela. C'est véritablement un pas de géant. Ces greffes d'organes vont permettre aux établissements de la santé d'être plus performants. Nous avons le décret. Il faut tout de suite, de manière très scientifique, aller au choix des membres, c'est-à-dire les 12 qui seront chargés d'organiser et de faire la régulation de tout le système, mettre en place l'unité de coordination
et y aller avec, en tout cas, des hommes de l'art qui connaissent bien le métier. Oui, là, on peut considérer qu'avec le décret d'hier, le processus de mise en place a démarré. Le Sénégal n'a pas de complexe à se faire, et quel que soit d'ailleurs le pays qui est devant nous. Le Sénégal a les meilleures ressources humaines qui d'ailleurs quittent le Sénégal pour aller intervenir dans d'autres pays. Il faut, et ça je crois que le comité qu'on vient de mettre en place mettra le cadre, recommandera en termes de plateau, mettra effectivement le dispositif et la discipline qu'il faut pour y aller. Oui, le Sénégal est prêt pour en tout cas prendre le virage de la transplantation. La transplantation, une aubaine pour les patients, surtout les insuffisants rénaux, qui étaient obligés de se rendre à l'étranger. Et parlons consommation à présent avec le président de l'ASCOSEN, Momar Ndao, qui accueille favorablement la tenue d'un conseil présidentiel sur la pénurie d'eau. Il a toutefois déploré la non-implication des consuméristes dans le processus d'attribution du contrat d'affermage, un contrat qui met en compétition 3 sociétés, dont la SDE. Momar Ndao était l'invité du 13h. Je vous propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Chérif Dia. Pour moi, l'eau n'a jamais été traitée en surpriorité parce qu'il y a eu des petits programmes qui ont été faits et qui, au fur et à mesure, étaient dépassés par la demande. Donc il faut que l'on se positionne comme s'il devait faire une guerre pour avoir de l'eau. Que donc le premier chef de l'État soit à la tête de la guerre. Il faut faire une évaluation de la gestion de la SDE. C'est ça qui permet de savoir si on est satisfait ou si on n'est pas satisfait, etc. En tout cas, nous, du point de vue du consommateur, SDE est une société qui a répondu à toutes nos attentes d'information, d'échange, de traitement de nos réclamations. Non, nous ne sommes pas du tout impliqués, on ne nous a même pas demandé notre avis, alors que je pense que pour évaluer une candidature, pour évaluer un travail, il faut demander à ceux qui bénéficient de ces prestations-là pour voir quel est le niveau de qualité qui a été donné par ce prestataire. L'essentiel, c'est que ça soit fait au niveau dans l'intérêt du Sénégal et des consommateurs. Allez, parlons à présent de ce bras de fer qui oppose le directeur général du Soleil et le syndicat accusé de mauvaise gestion. Yakham Mbaye réplique et traite ses employés de corrompus, une escalade verbale qui a fini par installer l'obscurité au Soleil. Cher Diop. Pour ces syndicalistes, la nomination de Yakham Mbaye à la direction générale du Soleil en décembre 2017 avait suscité beaucoup d'espoir. 7 mois plus tard, ils se disent déçus de la méthode de Yakham Mbaye. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la pérennisation de notre outil de travail. Comment aujourd'hui faire avancer le Soleil. Donc on a travaillé avec lui, mais malheureusement, 7 mois après, on se rend compte que ce monsieur, pour dire vrai, il n'est pas à sa place. Il n'a aucune vision stratégique. Il n'y a plus de débat professionnel au Soleil. Le patron du quotidien national rejette ces accusations et livre ses vérités. J'ai mis fin, j'ai lancé dernièrement un processus qui aboutira à l'arrêt complet d'avantages induits. Un reportage de 3 pages en Israël. Je les défie de dire à l'opinion publique un seul reportage à l'intérieur du Sénégal ou à l'extérieur auquel je me suis opposé. L'intersyndicale revient à la charge et dénonce la gestion du DG du Soleil qui a porté plainte contre ses accusateurs pour injures et diffamation. Il dit partout, aujourd'hui la comptabilité du Soleil est dans la rue. Il vient, il trouve le logement du directeur. Lui, il dit, il arrive, bon, il regarde la maison est délabrée. Il décide d'un coup de mettre 50 millions dans cette maison. Il nous a taxé de corrompus, on attend, et dès lundi, on va porter plainte. Les recrutements politiques, ils donnent les noms. Depuis que je suis là, je pense qu'il y a 5 recrutements. Et le plus grave dans cette affaire, c'est qu'ils disent noir sur blanc que j'ai pris un marché de 50 millions que j'ai donné à un de mes proches. C'est grave, parce que je n'ai pas de logement de fonction, je n'occupe pas de logement de fonction. J'ai trouvé un logement de fonction en ruine. Depuis ce matin, mon avocat Maître Ousmane Sey a lancé la procédure pour une citation directe en correctionnel. L'état de grâce a donc été de courte durée pour Yakham Mbaye. Il a succédé à Cheikh Thiam qui a été emporté par un long bras de fer avec les syndicats.
Allez, nous quittons Dakar pour le sud du pays, plus précisément la commune de Kafountine à Béné. Sur place, les populations se battent contre l'immigration clandestine pour protéger leurs enfants de ce fléau. Eh bien, elles plaident en faveur du redémarrage de l'usine de production de farine de poisson. Une usine jadis construite par les Chinois, fermée depuis, faute d'acquisition de quitus. La correspondance est signée Boubacar Diassi. Rassemblement des populations d'Abéné dans la commune de Kafountine à leur place publique. L'objectif de ce rassemblement, demander au chef de l'État de permettre le redémarrage de cette usine de production de farine et d'huile de poisson. Population d'Abéné, le chef du village est là, l'imam est là, les jeunes sont là, les femmes sont là. Pour ça, le village d'Abéné, hier comme aujourd'hui, soutient derrière cette usine. Il y a une très bonne relation entre l'État sénégalais et l'État de la Chine. Donc pour ces raisons, nous voulons qu'Abéné ne soit pas en reste. Donc nous lançons un appel à son Excellence, monsieur le chef de l'État, monsieur Macky Sall, de nous aider et accompagner, encadrer les investisseurs qui viennent investir chez nous. Il faudrait que l'État accepte d'accompagner les populations. Cette usine doit fonctionner. Comme ça, elles vivent paisiblement. Les arguments ne manquent pas. L'État a des techniciens qui s'y connaissent en matière d'environnement. Ils sont venus ici, ils ont fait leur expertise, ils n'ont vu aucun inconvénient concernant cette usine. C'est pourquoi notre position n'a pas changé. Il faut que cette usine fonctionne ici. Comme ça, nos enfants pourront rester ici, travailler ici et réussir ici. C'est cela que nous voulons. Ces populations estiment donc préférer la poursuite des activités de cette usine à l'immigration massive et irrégulière de leurs enfants, dont une partie, selon elles, ne revient jamais. Parlons tout à fait autre chose à présent pour tous ceux. Donc, sachez plutôt que demain, vendredi, la plus longue éclipse lunaire du siècle sera visible à l'œil nu. Et pour tous ceux qui seraient tentés de l'observer sans lunettes, ne vous gênez surtout pas, vous ne courez pas de risque. Les précisions, c'est de l'astronome Maram Kairé, président de l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. Il est au micro de Mambiram Diouf. Ici au Sénégal, il faut juste que les gens sachent en fait que la lune va se lever au moment où l'éclipse aura déjà commencé. Donc la lune va se lever à 19h13 et quand le ciel sera sombre, on aura déjà une bonne partie de l'éclipse qui aura commencé. Alors expliquer très rapidement, c'est juste un phénomène naturel, c'est-à-dire que la lune va passer derrière l'ombre de la Terre et c'est cette ombre en fait qui obscurcit la lune. Donc on verra une lune très sombre avec une couleur peut-être rougeâtre. Maintenant, il faut espérer effectivement que le ciel soit couvert, soit dégagé, parce qu'en période d'hivernage, parfois il y a des nuages. Mais parfois, partout où le ciel sera dégagé, on devrait pouvoir observer cette éclipse. Les éclipses solaires, on dit toujours qu'il faut des précautions parce que la forte chaleur et luminosité du soleil peut provoquer des lésions au niveau des yeux. Mais pour la lune, il n'y a pas de danger. Les gens peuvent observer depuis leur maison, partout où le ciel est dégagé. Et des sites sont prévus donc pour que les gens puissent venir observer l'éclipse. Ce sera le cas ici à Dakar, à l'école polytechnique de Dakar, donc l'ESP, sur le terrain de football. À Thiès, ce sera au niveau de l'auditorium qui est juste en face de la place de France. Et à Tivaouane, ce sera au niveau du CRE, donc en face du gare. Nous parlons performance à présent. Hier, nous vous avons présenté un laveur de voitures bachelier. Aujourd'hui, le portrait d'Abdoulaye Ba, le plus jeune mais aussi le plus brillant candidat de toute la région de Matam. Il a réussi à son baccalauréat avec la mention très bien. Alors pour la petite histoire, Abdoulaye Ba est un jeune homme de Thilogne, d'un père émigré, d'une mère émigrée également au Gabon. Les professeurs du lycée de Thilogne où s'est rendu notre reporter ne sont pas du tout surpris par ses résultats. Les premiers de sa classe depuis le cycle élémentaire à Liban-Dagnan. Né le 25 décembre 1998 à Thilogne, Abdoulaye Ba a réalisé la plus grande performance au baccalauréat dans la région de Matam. Fils d'un émigré établi au Gabon, le jeune Abdoulaye est convaincu que seul le travail paye. C'est ici que j'ai fait tout mon cursus scolaire depuis l'année scolaire 2005-2006 à l'élémentaire école Thilogne 1 et puis au collège à partir de 2011 et maintenant j'ai obtenu mon BFM en 2015 et le bac en 2018 ici au lycée Thierno Hamidou Baba Talla de Thilogne. C'est le fruit d'un travail collectif des professeurs, de mes parents. La mention très bien de Abdoulaye Ba est loin d'être un miracle. L'enfant de Thilogne a toujours réalisé les meilleures notes selon son proviseur. Il faut dire que cette mention, évidemment, n'étonne pas ses professeurs.
qui l'ont en classe, d'autant plus que pour cette année, il a eu 17 de moyenne en classe. Donc 17 au premier semestre, 17,02 au second semestre, 17,01 en moyenne annuelle. Donc pour l'essentiel, en classe, il a souvent les mêmes notes pratiquement qu'il a obtenues au bac. Donc cela montre également qu'il y a de la qualité ici par rapport aux cours qui sont donnés par les professeurs et que les évaluations ont été pour l'essentiel objectives. J'ai même essayé de mener une petite investigation auprès de certaines personnes ou bien des élèves que j'ai dû rencontrer qui m'ont dit que c'est un élève qui était tout le temps premier de son centre depuis l'élémentaire. Et donc ça ne surprend pas qu'il est cela. Et puis bon, il ne suffit pas d'être à Chilogne ou bien à Ourossogui ou bien à Dakar. L'essentiel c'est de travailler et d'avoir les capacités intellectuelles. Donc moi je pense qu'il le mérite, il l'a fait, il l'a démontré. Ses moyennes de classe également ont démontré qu'il est loin devant les autres. Donc c'est un génie, c'est un génie. Avec sa mention très bien, le nouveau bachelier de Chilogne n'a qu'un seul rêve. Oui, pour l'instant, je crois que je vais devenir ingénieur. J'ai eu de bonnes notes en maths et en PC et je crois que c'est suffisant pour... À Chilogne, élèves, enseignants, professeurs et parents, la performance de Abdoulaye Ba attire l'attention de tous. Malgré les conditions d'apprentissage très difficiles, avec des mouvements d'humeur durant toute l'année scolaire, et un autre digne fils du Fouta vient encore de se faire distinguer. Allez, la page des sports que nous ouvrons tout de suite avec le sélectionneur Aliou Cissé, condamné à gagner la CAN 2019 au Cameroun. Un objectif qui lui est assigné par la Fédération sénégalaise de football. Une pression inutile de l'avis de certains observateurs qui pensent à juste titre que la FSF ne cherche qu'à atténuer les critiques après l'élimination au premier tour du mondial russe. Cher Tidiane Diao. La pression s'accentue sur Aliou Cissé, une pression émise par la Fédération sénégalaise de football qui peut s'avérer contre-productive. Je vois qu'on parle dans la presse d'objectif de gagner une coupe. Moi je dis que ça c'est du cinéma. Même si c'est les fédéraux qui lui assignent tous les entraîneurs qui seront à la Coupe d'Afrique auront comme principal objectif de la gagner. Ça ne se décrète pas une victoire finale. Donc moi je peux être d'accord qu'on se fixe ensemble des objectifs raisonnables tout en sachant qu'on y va à une compétition, c'est pour la gagner. La pression populaire, les critiques après l'élimination des Lions au premier tour du mondial peuvent entre autres expliquer cette posture de la FSF. Je trouve ça bizarre, je n'ai pas compris la motivation de la fédération. Peut-être que c'est pour calmer l'opinion publique. Il va de soi si jamais Aliou Cissé, vous n'avez même pas besoin de lui dire. 2019, ça pourrait être certainement une performance réussie, il est reconduit. Si ce n'est pas réussi, ça va être le cadre de la fin, ça c'est clair. Donc vous n'avez même pas besoin de lui mettre une pression supplémentaire. L'objectif de la CAN 2019 clairement affiché, un premier défi s'impose à Aliou Cissé après la Coupe du Monde. Les grands défis, c'est d'abord la remobilisation de l'équipe parce qu'un grand coach, il sert aussi à ça. Après la défaite, savoir rebondir pour aller vers les objectifs futurs. Aliou Cissé devra faire parler son bilan après la CAN 2019, la Fédération sénégalaise de football également, quelle que soit l'issue de la compétition. Et puis toujours en football, sachez qu'un deuxième centre de développement technique dédié au foot sénégalais verra le jour dans 3 mois. Ce sera à Guéréo. L'annonce est faite par le président de la Fédération sénégalaise, Maître Augustin Senghor. Ce dernier rajoute la nouvelle sur l'organisation d'un tournoi de la zone UFOA qui concerne la catégorie U17 à Dakar. Ce sera au mois de septembre prochain. Je propose d'écouter Maître Augustin Senghor. Ses propos sont recueillis par Cher Salih Boudjara. Cette infrastructure qui est de 19 hectares, dont 5 bâtis, et qui aujourd'hui, avec les efforts que la fédération va faire, sera certainement opérationnel d'ici un maximum de 3 mois. Ce centre qui vient s'ajouter au centre de Toubab Dialaw, donc comme étant les 2 infrastructures phares de développement technique de notre football. À l'organisation prochaine ici à Dakar, du tournoi de la zone Ouesta, donc la zone UFOA, de la catégorie U17. Et en principe, les dates retenues,
c'est du 9 au 18 septembre 2018. Ils ont décidé que tous les tests IRM se feront ici sur place à quelques jours du tournoi et que tout joueur qui est épinglé ne sera pas remplacé par son équipe. Et du football, nous passons à la lutte pour parler de l'Open Press de Bombardier. Le roi des arènes dit être prêt sur tous les plans pour son combat contre Messen. Mais Bombardier estime qu'il va laisser son adversaire diriger le combat car selon lui, c'est ce dernier qui a besoin de cette couronne de roi. Alors à lui de faire les preuves. Je vous propose d'écouter Bombardier au micro d'Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Bon, man li ma bëgg mooy tey dem retraite yóbbaale couronne roi des arènes et yal na ma yàlla kattanal yàlla mi am doole may ma kattan ba loolu ma réussir ko incha allah. ku parewuloon ba heure bi moom bu yeboo nga xam ni dootoo pare parce que combat bu ñu waaj ay mois ba mu des ay 3 jours 4 5 moom préparation xajatu fi moom pare rek moo fi nekk bon li ma daan yëg yàlla dima may ndam est-ce que yëguma sax lu raw si combat bi lu leer laa lay wax. Voilà un combat prévu ce samedi, que le meilleur gagne. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Ce journal est à présent terminé. Je suis ravie de vous l'avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée.